C'est comme pour M. Ramadan. C'est pas aussi clair que ça, somme que c'est clair. Et que la preuve a été apportée que M. Ramadan se mobilise contre moi et soutient M. Hollande. Il a dit qu'il appellera à voter contre vous, quel que soit le candidat. On a revu ses déclarations aujourd'hui. Quand il y a deux candidats au deuxième tour et que M. Ramadan, dont je conteste qu'il soit un intellectuel, parce que vous aviez débattu avec lui d'ailleurs sur France 2 il y a quelques années. Permettez-moi de vous dire, parce qu'un homme qui est capable de demander un moratoire sur la lapidation des femmes adultères, cet homme n'a pas de cité. Non, ça ne me gêne pas, il faut le dire. Quand il y a deux candidats au deuxième tour et qu'il dit « je veux faire battre M. Sarkozy », c'est ma fierté, M. C'était avant le deuxième tour. Non. Il l'a dit cet après-midi. C'est une dépêche de 18h17. Si vous ne l'avez pas, je peux vous la fournir. Bon. Deux questions sur le programme de François Hollande, c'est l'avant-débat. Chacun ses la réciprocité. Permettez-moi de vous le dire. Chacun ses soutiens. En tout cas, moi, je suis très heureux que M. Ramadan, qui est une honte pour les idées qu'il défend, il soutient personne, il veut vous faire battre. Voilà. Oui. C'est ce qu'il a dit pour être précis. Quand il y a deux candidats, M. Namias, et qu'on dit qu'il faut faire battre l'autre, c'est qu'on soutient l'un, non? Vous ne croyez pas? C'est trop simple ce que je dis. En tout cas, moi, je suis heureux que M. Ramadan, qui exploite et qui fait la honte d'un certain nombre de nos compatriotes musulmans qui méritent d'être mieux représentés. Cet homme, c'est Tariq Ramadan, un des musulmans les plus influents du monde. Il a ses entrées partout, même s'il est très controversé. Il dit dans le sommaire de cette émission, un journal, un hebdomadaire américain a classé M. Tariq Ramadan parmi les 100 penseurs les plus influents de la planète. M. Tariq Ramadan est un des leaders musulmans les plus connus en Europe. Fascine les gens. Moi-même, j'ai été fasciné par lui. C'est un garçon charmeur, intelligent, qui est anglophone, arabophone, francophone. C'est un type brillant, c'est un type qui a des qualités tout à fait importantes. Il est charismatique, il est stratège, il est intelligent, il a une légitimité historique. C'est un maître de la communication incontestablement. Vous êtes un intellectuel. Tu sais, en ce moment, depuis quelques temps, enfin depuis que l'autre il est là, j'ai l'impression de prendre des claques tous les jours. Mais c'est systématique et franchement, j'ai une vraie rage aujourd'hui, une vraie rage. Et ça, nous devons le comprendre. Même des musulmans modérés attachés aux valeurs laïques se sentent stigmatisés par l'exploitation politique de l'islamophobie. Oh, mademoiselle, vous avez l'air pressée. Où est-ce que vous allez? Il y a Tariq Ramadan. C'est important, cet homme-là? Oui, très. Pourquoi? C'est pour son éloquence, je pense. Ouais. Bon, on va aller le voir aussi. Un homme surfe sur cette frustration que ressentent les musulmans de France. Tariq Ramadan, un personnage séduisant, brillant, mais politiquement trouble. Il prône tantôt la modernité, tantôt la tradition. Lors d'une de ses grandes messes, nous avons choisi un passage surprenant. Écoutez. L'islam pour nous est une grande religion, mais les musulmans ont des contradictions aujourd'hui. Savoir les regarder en face et sans complexe. Il y a des gens qui viennent vers moi des conférences et disent mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit qu'on pouvait être raciste? Pourquoi tu dis qu'on a des problèmes? Parce qu'on est raciste. Parce qu'on a des problèmes avec les femmes. Parce qu'on a des problèmes dans notre communauté qu'il faut réformer. Il faut cesser de penser que l'autocritique, c'est de faire gagner l'autre. L'autocritique constructive, c'est de nous faire toujours gagner nous. Il veut gagner. Et il est fort, cet homme. Je suis un contre-pouvoir, celui de l'éthique, celui de la résistance noble du verbe français.
Je me suis impliqué dans un projet local dans plusieurs cités. Ici, en Hollande, je me suis impliqué avec la municipalité à Rotterdam et c'est effectivement, il y a des secteurs sur lesquels il faut qu'on travaille. Alors, par exemple, on a commencé par faire tout un travail de mapping, de savoir quelles sont les organisations et ce qu'elles font sur le terrain, et de commencer par un premier projet autour de la question de l'éducation. Ça veut dire de fixer un certain nombre de targets, c'est-à-dire de publics cibles, les enseignants, les parents, les élèves, les travailleurs sociaux, et d'essayer de voir autour d'eux comment est-ce qu'on peut développer une dynamique de lutter contre la réalité des fossés. La réalité des fossés, c'est qu'entre l'école et les parents, il y a un fossé. Entre l'école, les professeurs et les élèves, il commence à y avoir un fossé. Entre les professeurs, les enseignants et les parents, il y a un fossé. Il faut développer des stratégies qui permettent aux parents d'aller plus d'être impliqués dans l'école, autour de projets qui tournent autour de l'école elle soit dans la cité, c'est-à-dire qu'elle produise des activités des élèves dans la cité, de solidarité, d'éducation civique. Tous ces mouvements-là, ils permettent de développer le sens de l'appartenance, de sortir de son ghetto social. Ça, c'est sur l'éducation. Mais on doit faire la même chose sur le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, il est très important. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un citoyen et que vous vivez sur le marché de l'emploi de la discrimination va nourrir chez vous le sentiment que cela est dû à votre culture et à votre religion. Donc il va y avoir un repli identitaire parce qu'il n'y a pas d'ouverture sociale. Cet enfermement identitaire, quand il n'y a pas d'ouverture sociale, cette espèce d'aller-retour comme ceci, il est très très important de le regarder. Il ne faut pas les mélanger, les deux dimensions. Le culturel n'est pas le social, mais le social mal géré produit du culturel réactif. Et donc il faut, de ce point de vue-là, effectivement, s'engager à un vrai travail de lutte contre les discriminations, d'engagement, lutter contre le sentiment de victimisation qu'il y a chez certaines populations. C'est parce qu'on nous aime pas, c'est pas parce que j'ai pas les compétences, donc ça il faut lutter contre cela. Mais en même temps, il faut lutter contre la discrimination de l'autre côté. Donc ce sont tous des projets qu'on est en train d'essayer de mener au niveau local, à l'échelle même pas d'une cité, c'est-à-dire c'est vraiment des quartiers où on essaie de faire ce processus-là. C'est un long travail, ça demande du temps. Mais il faut garder une vision globale et une action locale. Aujourd'hui, nous sommes des constructeurs de ponts et nous construisons l'avenir. Nous tous, nous sommes dans une période de transition. Donc il faut que nous préparions l'avenir. Il faut qu'on soit humble. Je veux dire, on n'a pas toutes les solutions. Il faut qu'on soit humble de ce point de vue-là. Et par rapport à ce travail-là, donc, il faut se préparer et donc clarifier les termes du débat, clarifier les enjeux sociaux, clarifier les enjeux politiques et économiques et s'engager. Encore une fois, on n'a pas le choix. C'est où nous y parvenons ensemble, ou finalement nos sociétés seront détruites ensemble. C'est-à-dire qu'on va perdre des processus, nos droits, on va être dans des processus liberticides, comme ça se passe aujourd'hui. Je viens d'un pays où on peut être photographié 300 fois par jour. Je veux dire, c'est ça la réalité, 300 fois par jour, on est tout le temps. Et je veux dire, aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, le seul fait que vous vouliez aller aux États-Unis, vous rentrez sur le territoire, tous vos data, toutes vos données sont ouverts à n'importe quelle agence de sécurité gouvernementale. Encore une fois, je veux dire, ça, c'est la réalité de notre monde. Donc, si maintenant nous continuons dans cette voie-là, le monde est trop global pour que certains s'en sortent et d'autres y périssent. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, c'est notre survie globale. Alors, aujourd'hui, on parle du réchauffement de la planète, comme si c'était, je veux dire, la nature nous parlait, et on a raison de le faire. Il faudrait aussi qu'on parle de la rigidification de nos sociétés. La rigidification de nos sociétés est ce qui menace de façon interne les démocraties, de la même façon que le réchauffement de la planète menace l'univers. Et donc il faut de ce point de vue-là comprendre que nous avons à nous y engager ensemble. C'est-à-dire que quand je fais une proposition pour le nouveau nous, c'est une proposition aujourd'hui dont je pense qu'elle est notre seule survie demain. C'est par cela qu'on y arrive en comprenant très humblement que nous avons des valeurs universelles partagées et des espoirs qui sont communs.
à tous ceux qui sont persécutés par les tyrannies, par les dictatures. Je veux dire à tous les enfants à travers le monde, à toutes les femmes martyrisées dans le monde, je veux leur dire que la fierté et le devoir de la France sera d'être à leur côté. Je ne vous trahirai pas, je ne vous mentirai pas, je ne vous décevrai pas. Ses interlocuteurs se montrent enthousiastes. La France sera du côté des opprimés du monde. C'est le message de la France, c'est l'identité de la France, c'est l'histoire de la France.